Bonjour, nous vous offrons ce mois-ci une entrevue exclusive avec Madame Alimatou Ba, professeure et chercheuse à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. En 2020, elle a été nommée parmi les 100 femmes noires à suivre par le Canada International Black Women Event. Alimatou Ba présentera les grandes lignes de sa recherche intitulée L'intégration professionnelle réussie des immigrantes africaines francophones à Winnipeg et abordera la santé et immigration des francophones en milieu minoritaire. Moi, je suis Alimatou Ba, je suis professeure en travail social à l'Université de Saint-Boniface depuis bientôt 12 ans. Et avant cela, j'ai fait mes études supérieures à Québec, à l'Université Laval, où j'ai eu ma maîtrise et le doctorat en travail social. Donc, actuellement, je suis à l'Université de Saint-Boniface. Parlez-nous un peu de ce qui vous a inspiré à faire une recherche sur la réussite des immigrantes africaines francophones dans leur intégration professionnelle. Ce qui m'a inspiré de faire cette belle recherche part d'un constat que dans la plupart des écrits sur les femmes immigrantes au Canada, on les décrit souvent très négativement. Alors, les recherches évoquent souvent leur vécu au niveau du processus d'immigration, un tableau qui est assez noir quand même sur leurs conditions de vie et les présente ces femmes comme dépendantes souvent de leur mari ou de l'État. Pourtant, le Canada est réputé comme un pays très hospitalier, où les immigrants sont bien accueillis. Mais je me suis dit, toutes les femmes qui viennent ici au Canada ne vivent pas de l'aide sociale ou ne vivent pas le même sort et de façon négative. Alors ça m'a comme inspiré. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire une recherche pour savoir s'il existe vraiment au Canada des femmes immigrantes qui ont bien réussi. Est-ce qu'il y a un fait saillant qui émane de votre recherche qui vous a marqué? S'il y a un fait saillant émanant de la recherche, oui, mais je parlerai plutôt de concours de plusieurs facteurs qui permettent à ces femmes de bien s'intégrer professionnellement. Des facteurs qui sont en lien avec ces femmes elles-mêmes. Je dirais qu'en grande partie, elles sont le moteur de leur réussite. À travers leur discours, on voit que ces femmes sont très déterminées. Elles sont venues comme immigrantes, elles sont très déterminées à réussir. Elles sont pleines de volonté et donc de volonté de devenir autonomes. D'autre part, il y a des facteurs qui concernent leur interaction avec les autres acteurs dans la société. Donc, d'abord, ça commence par la famille. Il faut qu'il y ait une bonne entente dans le couple. C'est très important aussi pour ces femmes-là parce que le mari devient un support incontournable pour leur donner de la liberté, du support et puis des encouragements pour vraiment qu'elles se lancent dans qu'est-ce qu'elles veulent faire, mais aussi dans la société. Quand on parle de société, on parle de la communauté immigrante, on parle aussi de la société d'accueil. Alors, il faut que ces interactions soient positives. Donc, que les immigrants fassent un pas vers la société d'accueil, mais que la société d'accueil aussi réponde de la même manière. Du coup, les relations peuvent être beaucoup plus fluides. Ça passe par la participation. Donc, il faut que les femmes puissent participer dans la vie de la société, de la communauté. Ça aussi, c'est un bon élément parce que ça fait un peu de visibilité. Ça permet à la communauté d'accueil de savoir qui sont ces femmes-là et ça facilite aussi leur intégration. D'autres facteurs concernent l'utilisation des ressources présentes et disponibles aussi dans la société. Dans la communauté, il y a beaucoup de ressources qui sont là pour aider les immigrants, surtout les nouveaux arrivants, à bien s'intégrer. Alors parfois, il y a méconnaissance de l'existence de ces ressources. Donc, il faut que
une éducation, une sensibilisation se fasse pour que les gens qui viennent ici puissent bien exploiter ces ressources qui sont là, disponibles pour ces immigrants. Mais le fait saillant qui me marque à travers cette recherche, c'est que ce qui est constant vraiment pour la réussite, c'est vraiment l'éducation. Quel que soit l'immigrant qui vient ici, et surtout les femmes, c'est vraiment l'éducation. Donc, le slogan, ce serait d'apprendre ou de réapprendre. Alors, je m'explique. Apprendre, parce que quand on vient ici, oui, il y a des opportunités, il y a du travail un peu partout, mais il faut suivre une formation, il faut aller à l'école, avoir un diplôme. La littérature le dit, bon, en général, on ne reconnaît pas les diplômes. Souvent, les immigrants qui viennent ici, ils ne sont pas tous analphabètes. Il y en a qui sont qualifiés avec des diplômes, des professions et beaucoup d'expérience à partir de leur pays. Mais quand on vient ici, parfois, c'est comme si on met le compteur à zéro. Alors, il faut aller à l'université, parfois reprendre des études ou alors se recycler, changer de formation. Donc, l'éducation, s'il y a un point essentiel à retenir parmi les plusieurs facteurs de réussite, c'est vraiment l'éducation. Alors, c'est l'éducation, c'est éduquer, éducation ou rééducation. Parce que tu peux le faire dans ton domaine d'expertise, comme aussi tu peux changer complètement de perspective. Parce que quand on vient ici, on sait qu'il y a beaucoup d'ordres, beaucoup de professions qui ont des ordres. Alors donc, les ordres, là, parfois, il faut réunir les conditions pour faire partie de l'ordre de telle profession et ce n'est pas souvent facile. Alors souvent, on change carrément de métier et ça passe par la formation. Quelle est votre plus grande fierté concernant la réussite professionnelle des immigrantes africaines? Je dirais que c'est d'avoir initié et réussi vraiment le changement de perspective de recherche qui mise sur les aspects positifs concernant les femmes. C'est là toute la richesse de ma recherche. Là où plusieurs études traitent des aspects négatifs sur ces femmes, moi, j'ai démontré qu'à l'inverse, on peut parler de choses positives et connaître ces facteurs qui sont positifs dans la réussite de ces femmes à Winnipeg. C'est une très bonne chose parce que ça permet à ces femmes de devenir autonomes, mais aussi ça peut permettre à ceux qui viennent, c'est-à-dire les nouveaux arrivants, de prendre exemple sur ces femmes qui ont réussi et de savoir leur parcours, par où elles sont passées, quels sont les facteurs qui leur ont permis justement d'arriver à ce stade-là. Mais aussi les résultats peuvent permettre aux organismes ou aux instances qui s'occupent de l'immigration justement de profiter, de mettre à profit les résultats de cette recherche et dans l'élaboration des politiques sociales. Selon l'étude de Statistique Canada, Évolution de la situation socio-économique de la population noire au Canada, une femme noire sur 3 travaille dans les systèmes de santé. Comment expliqueriez-vous ce haut pourcentage? Les résultats de ma recherche l'a aussi démontré parce que près de la moitié des femmes que j'ai interviewées travaillent soit dans la santé ou dans l'éducation. Ces deux secteurs-là, plus de la moitié de mon échantillon travaille là-dedans. Bon, on sait aussi que la politique du Canada mise beaucoup, surtout du côté de l'immigration. On assiste à une demande assez forte de recrutement d'infirmières. Mais ce recrutement se faisait de plus en avant, c'était vers l'Europe et l'Asie où on s'orientait, mais de plus en plus je pense, depuis les années 1980, 90, de plus en plus, on voit du côté de l'Afrique. Alors, ça fait que de plus en plus, parmi les infirmières recrutées, on va voir beaucoup d'Africains.
Et ces Africaines qui viennent ici souvent, comme je l'ai dit dans mon étude, vont travailler dans le milieu de la santé. Et dans ce milieu-là, de toute façon, on peut voir les gens peuvent travailler à plusieurs échelons. Des femmes qualifiées viennent ici, qui étaient des sages-femmes, des médecins. Bon, même si elles se rétrogradent un peu pour trouver du travail dans le domaine de la santé, mais elles restent toujours là et puis elles font leur preuve pour progresser. Mais la plupart viennent, restent peut-être comme aides-soignantes et puis on le voit. Je pense que le contexte de Covid l'a démontré. Quand dans les maisons d'hébergement, il y avait beaucoup de problèmes de besoins de personnel, on a vu, je l'ai vu à la télé, des Africaines, en tout cas des femmes noires qui se sont portées volontaires pour aller travailler et qui finalement ont eu leur situation régularisée. C'est bien. Donc, ça justifie pourquoi il y a beaucoup de femmes dans ce domaine-là de la santé de plus en plus, parce que la société est vieillissante et on a besoin d'aide pour cela. Quelle place occupent les enjeux de santé au sein de la communauté noire francophone? Voyez-vous des défis particuliers auxquels font face les femmes? Les immigrants qui viennent au Canada, en général, ils viennent en bon état de santé à leur arrivée. Alors, avec le temps, leur santé peut se détériorer et cela est dû à plusieurs facteurs, bon, donc, qui peuvent expliquer cela. C'est les conditions de vie difficiles avant de trouver de l'emploi, la question de logement, tout ça, on peut vivre nombreux dans de petits appartements. Il peut y avoir de la discrimination, qu'on le veuille ou non, ça existe. Bon, la précarité, le stress permanent, parce que tu peux rester longtemps à chercher un emploi sans l'obtenir. Donc, c'est ça. Et puis aussi, mauvaise habitude de vie. Quand les conditions ne sont pas réunies, bon, on se débrouille comme on veut en attendant les jours meilleurs. Tout ça, ça peut faire qu'à leur arrivée, ils arrivent en bonne santé, mais finalement, avec le temps, leur santé se détériore. Mais si on reste dans le milieu minoritaire, francophone minoritaire, parce que c'est ça qui nous intéresse, vivant à Winnipeg, je pense que le principal enjeu, c'est la non-accessibilité des Noirs au service de santé. Alors, ça, c'est dû à la barrière de la langue. On parle de femmes noires francophones. Surtout quand on vit en milieu minoritaire francophone, c'est vraiment la langue, elle est une barrière. Et on sait, en matière de santé, quand on est malade, pouvoir s'exprimer, expliquer son mal dans sa propre langue, ça permet d'être compris et d'avoir accès aux bons soins. Mais si la langue pose problème, ça fait que souvent les gens peuvent même hésiter à aller à l'hôpital parce qu'on ne sait pas comment expliquer le mal. J'ai fait partie de beaucoup de recherches qui parlent de cela. Par rapport aux étudiants de notre université, j'ai participé à une recherche qui parle de report de soins des étudiants internationaux. Ça, parce que parfois, la langue, la plupart des répondants disent que quand tu vas à l'hôpital, tu n'as pas accès à de bonnes informations ou tu ne peux pas t'expliquer mieux parce que la langue fait barrière, entre autres facteurs. Ça, c'est bien. Donc, on a beau faire la promotion de l'offre active. J'ai participé à des formations sur l'offre active pour permettre que les gens puissent avoir accès à la langue française dans les hôpitaux. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, parfois, il faut forcer à parler, c'est-à-dire il faut forcer, prendre la décision de poser des questions si tu peux avoir des services en français. Sinon, on te répond d'abord en anglais. Il faut que tu déclines ton identité de francophone pour que tu puisses avoir des soins en français. Mais donc, sinon, c'est le bilinguisme
qui l'emporte. Donc, avoir accès à des meilleures santé, ça occupe une bonne place dans l'intégration réussie des immigrants. Les femmes particulièrement sont confrontées aux mêmes défis de la langue, mais aussi la plupart d'entre elles travaillant dans le secteur, en plus de l'obstacle de la langue, sont confrontées à d'autres problèmes comme la discrimination, le jugement de valeur et parfois même le surcharge de travail. Je m'explique parce que j'ai fait partie d'une recherche avec des collègues sur le recrutement et la rétention des professionnels dans les services de santé et services sociaux. Ben, c'est revenu les jugements de valeur parce qu'on est noir. Il manque de personnel, ben, il n'y a que le personnel noir, donc des femmes noires qui sont là, qui travaillent. Mais les patients qui ne sont pas noirs, il y en a qui sont un peu réticents par rapport à ces services-là. Ça, le personnel nous l'ont dit dans nos analyses. Alors, il faut jouer avec ça. S'il n'y a pas de personnel, on prend du monde. Les malades ne veulent pas travailler avec des infirmières noires. Ça peut poser problème parce que de plus en plus, elles sont nombreuses dans le système de la santé. Donc, il faut voir ça. Et dans cette recherche-là, c'est sorti que ces femmes-là qui travaillent dans le secteur de la santé disent que parfois elles vivent le surcharge de travail. Pourquoi? Parce que étant francophone, la première condition pour trouver du travail ici au Canada, surtout en milieu minoritaire francophone, il faut que tu puisses t'exprimer en anglais. Alors donc, tu apprends à parler l'anglais pour trouver du travail, même si c'est dans des espaces francophones, parce que les gens parlent anglais. Alors, ça fait de toi quelqu'un qui est bilingue. Tu parles et le français, qui est ta langue maternelle, mais aussi tu as appris à parler l'anglais pour être opérationnel. Alors, dans ces conditions-là, dans leur milieu de travail, parce qu'ils sont bilingues, le fait d'être bilingue, on les sollicite beaucoup. Des professionnels nous l'ont dit, je suis à tel étage de travail, mais à l'autre étage, on a besoin de quelqu'un qui ne comprend pas le français. Et puis c'est urgent, ben, on me demande d'aller à l'aile supérieure pour faire la traduction. Alors donc, je fais la traduction, mais j'ai mon travail, mon quart de travail à faire au palier inférieur. Alors donc, c'est la gymnastique là, ça fait que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, je dois venir en aide à un collègue qui doit travailler avec quelqu'un qui ne parle pas le français et que lui, il ne parle pas le français. Donc, ça fait surcharge de travail. Ça aussi, c'est sorti, entre autres enjeux dans la santé par rapport à l'emploi des femmes noires francophones qui travaillent surtout dans le domaine de la santé. C'est très important de tenir compte de tout cela. Pour finir, quels sont vos prochains projets? Quels sont les projets? Oui. Cette présente étude, je l'ai faite depuis il y a 2 ans maintenant. Depuis lors, je suis en train de vulgariser les résultats parce que ça a eu un succès de parler des facteurs de réussite professionnelle des immigrantes francophones. Alors donc, ça a été vulgarisé, il y a eu beaucoup de succès par rapport à cela. Mais je compte l'élargir dans les prochaines étapes. Et déjà, j'ai initié un autre projet beaucoup plus large et beaucoup plus global parce que cette recherche se limite uniquement aux femmes africaines immigrantes qui vivent dans la ville de Winnipeg. Mais je compte l'élargir dans tout le Manitoba. Et pourquoi pas, le projet est déjà ficelé avec des collègues et on veut l'étendre dans les 3 provinces de la Prairie, c'est-à-dire Manitoba, Saskatchewan et Alberta. Et le projet était déjà ficelé et puis on ne demande qu'à avoir une subvention pour réaliser cela. Et je pense que ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que ces femmes noires africaines, pas africaines, mais ces femmes noires francophones pensent de la réussite professionnelle d'abord. Ensuite, qui sont-elles? De connaître les facteurs de ce succès-là. Si on le connaît dans les prairies, ça peut être une recherche qu'on peut étendre
dans tout le milieu francophone minoritaire à travers le Canada. Je pense que ce serait bien de connaître des facteurs de succès que de connaître les conditions misérables dans lesquelles vivent les immigrants, parce que pour moi, une fois qu'on est immigré, surtout quand on a le passeport canadien, on est canadien. Alors, ce concept même d'immigrant, il est là pour juste catégoriser les gens, mais on est là, on devrait être dans les mêmes conditions de réussite et ne pas tenir compte de la couleur de la peau ou du temps de séjour au Canada. On est là, on répond aux mêmes conditions que tous les Canadiens, donc on devrait être capable de trouver sa place dans la société canadienne. Alors pour cela, connaître les facteurs qui peuvent contribuer à cela, je pense que c'est une bonne chose. On tend vers tout ce qui est positif et laisser tout ce qui est de côté qui est négatif. Et je vous remercie de m'avoir choisi parmi tant d'autres femmes qui ont été nominées pour faire cette entrevue avec la Société Santé en français. Merci beaucoup.